d'abord, chacun d'entre vous, quel sera le rôle du directeur supply chain demain dans l'entreprise? On va commencer par vous, et puis on va tourner comme ça. Alors, pour moi, chez BIC, je pense que la nouvelle tendance du supply chain management, c'est d'être un community manager. Et je développerai tout à l'heure. Florent Ménégo disait ce matin que la supply est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Dans les transformations que je vois beaucoup de mes collègues là, dans l'assistance que vous êtes en train de vivre, et vous tous, je pense qu'il y a un point qui est essentiel pour remettre aussi l'homme au cœur de ce qu'on est en train de rechercher en termes de talent, c'est la capacité à donner du sens. Fatih ? Pour compléter ça, je dirais que le leader de la supply chain de demain sera aussi un influenceur et aura une responsabilité sociétale et pourra motiver ses équipes pour créer de la valeur. Mariano ? Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour ajouter quelque chose de différent, je pense qu'il y a un élément d'innovation qui est très très important et un rôle des challengers d'un business model. Aujourd'hui, les business models, en essence, passent aussi par la supply chain et les leaders de supply chain de demain doivent être capables de regarder ça avec des yeux business. Georges ? Alors le leader de la supply chain ou la leader de la supply chain peut-être un jour Oui, pas aujourd'hui, hein, pour l'instant. Oui. Pour moi, c'est un orchestrateur, à la fois des différentes fonctions de l'entreprise et à la fois des différents horizons stratégiques, opérationnels, court terme et puis long terme de l'entreprise également. Donc on va développer un peu ces différentes caractéristiques. Philippe, vous avez dit un community manager. Oui, community manager, parce que c'est un terme que je trouve assez adapté à toutes les strates de l'organisation. C'est vrai pour mes équipes, c'est vrai pour moi, de fédérer les énergies de l'entreprise, d'aller sourcer en externe les meilleurs partenaires pour accompagner le business de l'entreprise et d'être une personne appréciée de tous. C'est un facteur important, apprécié de tous parce que je connais les besoins de chacun, parce que je connais les leviers opérationnels. Donc c'est à la fois une compétence en termes d'expertise ou savoir mobiliser différentes expertises. C'est également une attitude, une position d'écoute. Et finalement, dans un monde en transformation, en tout cas c'est le cas de la société BIC, qui a son organisation, c'est une société qui a été créée dans les années 50 et qui a conservé dans son organigramme cette empreinte, eh bien, les activités s'organisent de manière différente. Et le community management permet, avec souplesse et de manière adaptée, d'adresser nos enjeux ici de complexité dans un monde VUCA, enfin ce qu'on a exposé ce matin, avec une demande de customisation de plus en plus importante des clients. Donc par exemple chez BIC, ça nous a permis de générer davantage d'innovation. On développe actuellement des solutions e-commerce. Le Supply Chain Manager est au cœur du service proposé à nos clients avec le marketing, avec les ventes, avec la finance. C'est un nouveau modèle économique pour nous. Ça nous permet de développer la performance. On a 15 Customer Service chez BIC en Europe, dilués dans 15 filiales. Et cette communauté, parce qu'ils s'organisent en communauté, met en commun des best practices pour améliorer la performance, augmentant ainsi le taux de service de 8 points, divisant la créance client par 2. Vous voyez, c'est ce type d'effet que l'on a dans le community management et qui me paraît applicable à tous les échelons, scalable, et une tendance sur laquelle on peut chacun se juger en termes, et ça rejoint ce point d'influence peut-être qui est très fort chez le community manager. On parlait Fatih. Alors, quand on dit community manager, ça veut dire quelqu'un dont la compétence première, c'est la relation, c'est la capacité d'établir des relations ? Je sais pas, je crois que, en fait, face à ces enjeux multiples, les qualités du supply chain manager d'aujourd'hui et de demain doivent être multiples. Et surtout, la première qualité, c'est de fédérer des qualités multiples. Alors, c'est certainement un animateur, mais je pense que voilà, la transformation de nos organisations passe par la manière dont on s'organise en tant que société humaine. Et le community manager, ça commence
peut-être dès la cour d'école, celui qui organise les parties de foot ou qui organise des soirées. Et c'est celui-ci qu'on retrouve après transformer une entreprise avec ses collègues et ses camarades de jeu. Ça veut dire capacité de relation, ça veut dire du charisme, ça veut dire de l'initiative aussi. Georges, pour vous? Moi, il me semble que la première dimension, c'est la dimension d'intégration, d'orchestrateur, dont je parlais. Donc là, on rejoint tout de même. Avec peut-être un point de précision, c'est que nous sommes avant tout, et on l'a beaucoup dit aujourd'hui, en charge de la promesse faite aux clients, en particulier en termes de service, et que je pense que la première des responsabilités du responsable supply chain, c'est de s'assurer que ce service soit rendu au quotidien, aujourd'hui et demain. Et je mets au défi un grand nombre d'entre nous de dire s'il aurait été présent dans cette salle, si il y avait eu une grève des transporteurs, un problème informatique majeur, un volcan islandais un peu tempétueux, parce que je pense qu'avant tout, la première responsabilité du responsable supply chain, c'est de s'assurer que le service fonctionne. On est tous dans des entreprises dont le service est important. Chez Essilor, c'est d'autant plus important qu'on a des activités de transformation du produit à la commande en dernière minute qui nécessitent d'intégrer très fortement les activités de supply chain et de fabrication, ce qui rend la pression sur le service encore davantage importante. Et donc, je pense que la première contribution du supply chain manager, c'est de s'assurer que la maison est bien gardée tous les jours. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir à quel point l'amélioration des performances quotidiennes a permis à la fonction supply chain de petit à petit prendre de l'importance, de s'extraire du quotidien et de s'investir davantage dans des responsabilités stratégiques de l'entreprise. C'est aussi l'autre horizon sur lequel on attend le responsable supply chain. C'est celui qui est capable de pouvoir partager avec la direction de l'entreprise une vision commune, une stratégie commune, et d'être capable de l'orchestrer, de l'intégrer avec le quotidien vécu aujourd'hui. L'autre dimension, c'est une dimension plus horizontale. C'est une dimension d'orchestration entre les différentes fonctions de l'entreprise. Il y a peu de fonctions, en tout cas chez Essilor, qui mettent en relation aussi bien les équipes business, commerciales, finance, opérations, aussi bien que recherche et développement, aussi bien que la supply chain. Et évidemment, le rôle de la supply chain est important. C'est intéressant de voir que dans notre propre entreprise, la personne à qui on a confié au sein de la direction générale l'animation des grands programmes de transformation corporate, que ce soit au sein des opérations, mais aussi plus largement sur l'ensemble des fonctions du groupe, c'est la personne qui est en charge de la supply chain. On voit bien que les compétences qui sont demandées pour être capable de faire bouger une entreprise à une très grande échelle sur des sujets importants sont les mêmes que celles qu'on demande à un responsable supply chain. Donc transversalité, pour reprendre le thème qu'évoquait Sébastien Liorzou, casser les silos, capacité à travailler en réseau absolument essentiel. On a vu à différents moments de la journée la question des données. Est-ce que le supply chain manager de demain devra être un expert en données? Alors un expert, peut-être pas. En tout cas, il doit certainement être très à l'aise avec la donnée, puisqu'il est généralement, enfin moi je le vois chez Essilor, généralement le premier pourvoyeur de données de l'ensemble de l'entreprise. Et donc c'est une responsabilité vis-à-vis du reste de l'entreprise d'être capable de mettre à disposition ces données, c'est-à-dire de les collecter, de les nettoyer, de les compléter, de les mettre à disposition. Et donc il y a toute cette activité de data management qui est très très liée aux activités de supply chain qu'on retrouve. Et inversement, être capable de gérer la donnée en même temps que le produit. J'ai bien aimé les interventions qu'il y a eu plus tôt dans la journée qui montraient qu'on délivrait non seulement un produit, mais aussi l'ensemble des données qui allaient avec. Et je pense que ça devient de plus en plus le rôle de la supply chain et de son leader.
Alors, donc une première vision de community manager, une seconde vision d'acteur transversal qui fait circuler les informations, les données, les hommes, les idées. Et en troisième témoignage, ça va être le vôtre. Eric, vous pensez que le supply chain manager de demain, il n'a rien de particulier? Alors, particulier, je ne voudrais pas revenir sur les compétences professionnelles ou techniques, malgré la provocation que j'accepte avec bienveillance. Toute la journée, on est passé sur ces qualités, je dirais, techniques et compétences professionnelles. Moi, je voudrais remettre en exergue le volet humain. Vous savez que chez Michelin, on est en train de vivre une transformation lourde. Florent Ménégo en a parlé ce matin, avec un volet structurel qui est en route, mais aussi tout un volet humain, qui va faire qu'à un moment donné, les acteurs, les responsables que vous êtes, mes collègues, et que vous êtes tous les autres dans cette salle, vont avoir à donner du sens sur la direction dans laquelle on veut emmener les ressources de l'entreprise, même si chez Michelin, on ne parle pas de DRH et des ressources, mais plutôt de services de personnel. Et donc, se donner du sens, réussir en fait, et c'est peut-être la clé du rôle d'un leader aujourd'hui et pour demain, de réussir à mobiliser les énergies. Et un point important que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, il ne s'agit pas de vérité, mais que du partage, c'est cette volonté qu'on a de donner la possibilité à nos talents de se questionner dans la self-awareness, comme on dit, de se questionner sur eux-mêmes. Où est-ce qu'ils en sont, où est-ce que vous en êtes, les uns et les autres, sur ce qui vous a fait réussir aujourd'hui. Le monde auquel on a à se confronter tous les jours, les aléas dont Georges parlait à l'instant, vont faire qu'à un moment donné, on peut avoir tendance à reproduire les scénarios qui nous ont fait réussir. Or, le VUCA, il nous impose une agilité, une capacité à innover, même dans ces métiers de la supply chain, qui sont assez normés par ailleurs. Et donc, il faut à ce moment-là qu'on aille chercher en soi les réflexes qu'on a pu avoir par le passé, qu'on puisse accepter ce qui ont été nos forces, mais aussi peut-être dans le même temps ce qui ont été nos faiblesses ou nos limites. Et dans cette acceptation de la façon dont on s'est construit et des limites qui peuvent être les nôtres, on va pouvoir, en tout cas c'est ma croyance ou notre croyance, donner la place à l'équipe, en hiérarchique ou en transversal, dans le métier de la supply chain ou dans les métiers de la supply chain, peut-être encore plus en transverse. Et là va arriver une autre notion en complément de cette capacité à porter, à donner le sens, c'est cette capacité à lâcher prise. Pas lâcher prise dans un désengagement personnel. Et je suis désolé, Jean-Marc Baquet n'est plus avec nous, mais je vais employer le mot qui me donnera peut-être mon ticket d'entrée dans les milieux parisiens, mais un lâcher-prise dans la subsidiarité. Et ce mot, on l'a beaucoup questionné ces derniers mois, ces dernières années. Je vois Pascal qui est là, il a contribué à tout ça. Cette subsidiarité, elle est dans le donner le pouvoir d'agir à l'endroit où les questions, à l'endroit où les problèmes se posent. Et dans le même temps, c'est ce que nos collègues anglo-saxons appellent l'empowerment et l'accountability, rendre les gens responsables de ces actes qu'ils vont avoir posés. Et donc, pour reprendre ce message de porteur de sens, c'est à la fois être suffisamment aligné, en congruence par rapport à soi-même, pour porter une vision et donner envie, et dans le même temps, ne pas la confisquer, mais laisser la place aux équipes. Alors, pour reprendre ma question, ça c'est le cas pour n'importe quel leader chez Michelin. Alors, je suis tenté de répondre oui. Je suis tenté de répondre oui, puisqu'on est là dans un partage sur le savoir-être. Certains parlent de soft skills, et je ne suis pas persuadé qu'il y ait des réelles différences dans la mise en œuvre du leadership dans un monde de supply, dans un monde de service du personnel ou de RH, ou dans une entité business en Amérique du Sud. Par contre, évidemment, dans les compétences que le leader au sein de la supply chain va devoir manifester ou exprimer plus fortement, on en a cité énormément depuis ce matin, mais il y a, au-delà de cette capacité à mobiliser, il y a ce mot de simplexité qui est la capacité, non pas à nier, comme le disait Florence ce matin, la complexité auquel on doit faire front, à laquelle on doit faire face, mais réussir par l'expérience, donc par la compétence, par la crédibilité qu'on a gagnée, réussir à simplifier cette complexité pour qu'autour d'elle, les talents s'expriment à nouveau. Merci. Alors, encore une quatrième vision. Fatih, vous allez mettre un autre point au pot. D'abord, je pense que tout ce qui a été dit ici est tout à fait complémentaire et a du sens.
Maintenant, évidemment, je vais enrichir le débat, peut-être avec d'autres perspectives. D'abord, il ne faut pas perdre de l'esprit que le but de tout ça, c'est l'excellence opérationnelle, au moindre coût, si possible, et avec la meilleure expérience client. Donc, je crois qu'une gestion par objectif, une gestion du temps des équipes et une gestion du temps personnel est primordiale pour le supply chain manager de maintenant et de demain. Donc, c'est cette passion quelque part pour l'excellence, mais également ce biais vers l'action. Parce qu'on parle beaucoup de thèmes multiples, de toute une série, il y a parfois des modes, mais il ne faut pas perdre d'esprit ces éléments-là. Et au centre de tout ça, c'est l'humain. Alors maintenant, par rapport aux nouvelles évolutions que nous avons une tendance importante qui est la globalisation. Donc les pays émergents émergent partout dans le monde. Donc ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui viennent de toutes les parties du monde et quasi aucune entreprise, même petite, moyenne, grosse entreprise, n'est à l'abri de concurrents venant de toutes les parties du monde. Il y a de plus en plus une diversité du personnel. Donc il est important d'appréhender ces éléments-là et par rapport à ça, d'appréhender l'aspect interculturel. Donc je pense qu'une dimension qui est souvent cachée, c'est cette approche interculturelle, la compréhension des autres, de manière à ce qu'ils puissent s'orienter tous vers certains objectifs communs. Donc moi je dirais que la moitié à l'international des conflits, ou même pour les guerres d'ailleurs, sont dus à une incompréhension interculturelle. Donc je pense que c'est une dimension importante. Il y a un autre élément par rapport à ça, c'est la diversité. Donc il faut, donc je vois dans pas mal d'audiences, il faut plus de personnel venant de différentes parties du monde, plus de dames aussi, qui amènent aussi pas mal d'approches aussi complémentaires. Donc on veut, et ça enrichit, parce que la moitié, quelque part, de la population ne soit pas suffisamment représentée, est quelque part peut-être problématique pour la créativité qui devient de plus importante. Alors, quand on parle de ça, le manager de demain, je pense, sera également plus stratège. On parle maintenant de la fonction de Chief Supply Chain Officer. Donc, le Supply Chain Officer, maintenant, fait partie de plus en plus des conseils d'administration. Et donc, le Supply Chain Manager de demain participera plus à des grandes décisions stratégiques liées au lancement de produits, liées au design par rapport à ces lancements de produits, liées au type de fournisseurs avec lesquels les sociétés œuvreront, mais aussi avec les approches multicanales par rapport au type de clients afin d'offrir une meilleure expérience client. Donc ça veut dire que ce Supply Chain Manager de demain devra avoir une approche transverse, comme il a été dit, et pouvoir déléguer de plus en plus et faire intervenir des gens de différents âges, puisque vous avez des gens d'un certain âge, c'est pas un âge certain, qui sont très compétents, et évidemment s'assurer que les jeunes talents puissent se développer. Et ça m'amène à un autre point qui est important, c'est qui a été quelque part mentionné ici, c'est l'intelligence digitale. Et quelque part, une intelligence digitale, une intelligence de l'innovation. Ça ne veut pas dire qu'il doit être un expert digital, mais il doit être capable de pouvoir appréhender ce qui se passe et pouvoir intégrer ça dans ses opérations, y compris dans une nouvelle offre de produits. Et évidemment, in fine, il y aura l'approche sociétale, parce que finalement, nous sommes des humains qui parlons à des humains, et dans ce monde, donc l'environnement est important. Bon, moi, je suis dans une société où on a 100 000 véhicules, 400 avions et autres, et nous avons un objectif d'émissions de carbone de 0 en 2050. Donc, vous demandez à notre CEO, est-ce que vous savez comment le faire? Il dit, pas nécessairement, bien qu'on est entré quelque part dans la production nous-mêmes de véhicules électriques pour le last mile, etc. Je ne sais pas nécessairement comment le faire, mais je veux y arriver. Donc il y a une vision et je pense que beaucoup aiment travailler dans ce genre d'environnement où les gens adhèrent à une vision, à un objectif motivant.
C'était ce que disait Sébastien Liorzout tout à l'heure, en disant on nous a demandé de faire quelque chose, mais on ne nous a surtout pas dit comment le faire. Et c'est un élément de motivation et aussi de responsabilisation. Ça, vous dites quelque chose d'intéressant là. Et ça, parce qu'il y a un élément culturel là. Quand vous allez dans les pays nordiques en général, souvent les gens n'aiment pas qu'on leur dise nécessairement comment faire. Donc vous arrivez chez le patron, il vous demande mais quelle est votre solution? Qu'est-ce que vous proposez? Vous avez d'autres types de cultures où le chef doit amener les solutions et quelque part sera reconnu s'il amène le plus de solutions. Et je pense que la réalité du monde de demain, ça devra évidemment intégrer ces éléments-là, mais le chef devra quelque part faire participer toutes les parties prenantes, internes et externes, pour s'orienter vers les objectifs communs. Mariano, vous avez entendu toute une série de portraits, si je puis dire. Vous voyez, vous avez des clients dans des secteurs très différents. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce qu'il faut rajouter? Oui, c'est pas drôle d'être les derniers parce que bon, une bonne partie des choses ont déjà été dites. Je pense qu'il y a un élément qui est très important qu'il ne faut pas négliger, que c'est l'adaptation culturelle à la société. Pas tout le monde peut être performant n'importe où. Ça veut dire les leaders du demain supply chain qui va être performant dans n'importe quelle société n'existent pas. C'est très important de savoir comment la personne fonctionne, quels sont les ressorts, quelle est sa capacité à interagir avec les autres, quelle est sa version au risque. Est-ce que c'est une personne qui va prendre de plus ou moins de risques? Est-ce que c'est une personne qui va fonctionner mieux dans des environnements où les interactions sont constantes, où les gens décident plus de façon autonome? Cet élément-là est très important parce que l'intégration culturelle dans la société, c'est essentiel à la société en tant que boîte et compagnie. Hein. Ouais. C'est essentiel à la réussite du leader. Et de plus en plus, on va vers ce type d'éléments, à voir comment on peut évaluer l'adaptabilité culturelle pour être sûr que l'intégration va se faire de façon quand même unie. Et la personne va pouvoir se sentir aussi confortable et vraiment réussir à arriver à ses objectifs. Donc dimension humaine, adaptation à la culture de l'entreprise, de la société. Voilà, c'est ça, c'est que pas tout le monde peut être performant n'importe où. Et ça, c'est quand même essentiel au moment de recruter un leader, mais au moment de choisir une société. Parce que quand on veut changer des boulots, on veut aller ailleurs, on veut progresser, on veut évoluer, c'est la chose la plus naturelle du monde, c'est très humain. Mais voilà, mais il faut bien choisir aussi où on va aller. Alors ça, c'est votre regard de consultant. Les recruteurs, quand ils viennent vous voir pour demander un directeur supply chain, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'ils me demandent? Donc, d'abord, de plus en plus, la compréhension du business. Il y a un élément business extrêmement important. Donc, Sébastien a parlé de stratégie, bon, c'est ça aussi, mais vraiment de rentrer au cœur du business model. D'être business oriented, comme on dit en bon français. Oui, hein? Oui, exactement, très bon français. Mais en même temps, je pense que pour rejoindre ce que Georges a dit, il y a cette capacité à être dans les concrets, dans l'opérationnel, dans les terrains, mais en même temps dans les stratégies, dans les boardrooms. Et dans bon français, on peut appeler ça helicopter view. C'est quand même essentiel et de plus en plus important. Aussi, on va regarder justement les aspects culturels, on va regarder de moins en moins les aspects techniques. Je pense que c'est très important d'être capable d'évaluer des décisions. Mais quand vous avez posé la question, est-ce que la personne doit être un expert? Non. Je ne pense pas que pour un leader, on cherche des experts. On cherche quelqu'un qui est capable de prendre des décisions appuyées par des experts, mais pas un expert en lui-même. Au moins pas à un certain niveau. Donc c'est quelqu'un qui va coordonner, qui va être vraiment pouvoir regarder les avantages, des inconvénients et prendre des décisions vraiment basées sur les business et basées sur des faits. Et forcément
Comme mon collègue a aussi dit, cette vision globale, cette vision d'intérêt, c'est très très importante. Georges, est-ce qu'il ne ressemble pas un peu à un mouton à 5 pattes, ce directeur supply chain de demain? Je pense certainement, il porte sur ses épaules beaucoup de dimensions différentes, mais qui sont à l'image de ce qu'on attend de la fonction supply chain. Ce que rejoint ce que dit Mariano sur la capacité du leader supply chain à pouvoir contribuer au développement de l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant maintenant dans ce qu'on demande à la supply chain au sein des Sealers. J'ai deux exemples à partager. Le premier, avec certains de nos clients grands comptes, donc c'est des grands comptes opticiens, c'est des chaînes d'optique. Non seulement on leur vend des verres, ce qui est notre métier, mais on leur vend aussi une prestation logistique. Sur la totalité de ce qui est aujourd'hui livré en magasin pour certaines chaînes d'optique, et Sealers s'occupe de la totalité de l'approvisionnement du magasin. Et donc on contribue avec des services supply chain à la top line de l'entreprise. Et puis l'autre exemple, à l'autre bout du monde, dans le monde il y a 2,5 milliards de personnes qui devraient porter une correction optique qui n'en portent pas, ou bien parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils devraient, ou bien parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou bien parce qu'ils habitent à un endroit où il n'y a personne pour prendre la mesure et leur apporter un équipement. Et donc on développe des supply chains innovantes, basées sur du micro-entrepreneuriat, où là, le last mile, c'est un gars avec un sac à dos, et dans son sac à dos, il a un échantillonnage de montures et de verres, et un petit appareil qui lui permet de prendre des mesures, et il va dans les villages au fin fond de l'Inde rurale. Et c'est son métier, donc il faut qu'il en vive, et il faut qu'il puisse proposer un produit qui satisfait le client à la fois en correction optique, mais à la fois en esthétique, et qui puisse lui livrer immédiatement, parce qu'il ne viendra qu'une fois dans ce village-là. Ça, c'est une supply chain différente. Et donc ça nécessite une créativité et une compréhension de la réalité business et culturelle de ces endroits-là, qui est radicalement différente de ce qu'on fait par ailleurs. Et donc le leader supply chain, on lui demande de pouvoir avoir ces compréhensions des différents business models de l'entreprise et de pouvoir trouver des solutions adaptées. Philippe, chez vous aussi, le leader supply chain, il aura de plus en plus cette contribution au développement des affaires de l'entreprise? Oui, je pense véritablement. En fait, souvent, sous un angle technique, on parle de supply chain en disant « ma société a un problème de supply chain ». Et quand on creuse, c'est souvent un problème de gouvernance, d'organisation, d'articulation entre les différentes entités de l'entreprise. Et donc, je pense que le leader supply chain de demain, il a ses attributs qu'on vient de décrire, et puis il a aussi un positionnement. Laurent Venot disait par exemple qu'il y avait des arbitrages chez L'Oréal en faveur de la supply chain, des transferts. L'Oréal a vécu beaucoup à travers la publicité, et d'apprendre qu'on transfère des budgets publicitaires dans des développements supply chain, c'est vraiment qu'on considère que la supply chain est au cœur du réacteur. La publicité a été le succès de L'Oréal. Et ça, c'est un marqueur très intéressant. Donc, les attributs du supply chain manager et aussi son positionnement dans l'organisation, je pense, sont déterminants. Comment faire venir ces compétences, ces talents? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Est-ce que vous avez des pratiques, des bonnes pratiques dans vos entreprises à faire partager? On va peut-être commencer par vous, Eric. Alors chez Michelin aujourd'hui, et en lien avec les responsables de la supply, avec Pascal, il y a des diagnostics. On a choisi une approche par les compétences dans le développement des talents, le développement des personnes. Et aujourd'hui, effectivement, on fait le constat qu'on a besoin de à la fois rajeunir et raffermir le vivier des futurs hauts responsables. Et donc, il a été décidé, peut-être, on en parlera ce soir dans la synthèse, que les jeunes ont beaucoup travaillé en parallèle des échanges. On a décidé de se lancer dans une dynamique de graduate programme.
Donc ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, hein. On a des graduates dans d'autres métiers, mais là ça permet ou ça permettra, on le veut le plus vite possible, de donner la possibilité aux équipes de la supply d'accueillir ces jeunes talents. Il y a la capacité qu'on doit avoir collectivement à les attirer. Et là, on rejoint encore le sens, hein, donner envie. Je discutais à midi pendant le repas avec des jeunes d'école de commerce. Il y en a certains qui sont là dans l'assistante. Et ils disaient, on a envie d'avoir envie, quoi. Alors, ils n'étaient pas de Johnny Hallyday, mais hein, ils avaient envie de trouver quelque chose qui les motive, de savoir pourquoi ils se levaient le matin, d'être utiles à quelque chose. Donc, il va falloir à ces jeunes qu'on veut recruter, à ces talents, leur donner quelque chose qui soit de nature à nous choisir. Et puis ensuite, il va falloir les retenir. Donc, de leur donner de la visibilité. Et sans faire de self-bashing, c'est pas forcément là qu'on a été les meilleurs historiquement, hein, donc de partager avec eux quels sont les possibles et d'entretenir cet appétit en ayant la bonne balance entre la bienveillance dans leur accueil, dans leur montée en compétences et en même temps sur ces profils particuliers, un niveau extrême d'exigence, hein, pour que la progression soit à la hauteur, je dirais, du recrutement initial, mais ça Mariano en parlera mieux que moi. Fatih ? Oui. Alors bon, il y a différents métiers de la supply chain où nous devons recruter des talents. Bon, il y a tous les métiers traditionnels. Maintenant, il y a toute une série de métiers digitaux. Et dans le passé, quand vous alliez dans un entrepôt ou autre, c'était l'endroit où il fallait aller pour montrer évidemment qu'on était au courant de toutes les activités opérationnelles. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à y aller, si possible, une fois par semaine. Mais au-delà de ça, dernièrement, j'ai eu une réunion dans un incubateur de start-up. Donc c'était le management d'un des pays. Et bon, je regardais, c'était un environnement un peu moins traditionnel, mais c'est devenu aussi un des environnements où nous devons retrouver des gens, recruter des gens qui seront performants au niveau digital, qui auront ces connaissances et qui voudront... et il faut pouvoir les trouver là-bas. Il faut aussi faire le pari des jeunes. Et pour ça, bon, nous avons des programmes de stage, des partenariats avec l'Association internationale des étudiants en sciences économiques au niveau mondial, des partenariats avec des écoles de commerce. Et à ce moment-là, ces jeunes commencent avec un stage et nous pouvons à ce moment-là, en commun, il faut le faire en commun, évaluer leurs compétences d'abord, c'est important, mais leurs préférences. Et à un moment donné, il faut avoir du courage, il faut les lancer parfois dans des activités où traditionnellement, parfois, certains attendraient 10 ans ou autres, mais parfois, le talent n'attend pas l'âge, et vous avez ces gens qui peuvent utiliser leur expérience, leurs connaissances, leurs nouvelles expériences aussi, de manière très performante. Donc il y a tous ces éléments. Plus, nous avons d'autres catégories de personnel, du personnel opérationnel, parce que il ne faut pas oublier, la supply chain doit avoir un biais vers l'action, vers l'opérationnel, puisque, in fine, nous transportons et nous entreposons des objets ou autres que nous devons livrer dans les meilleures conditions. Et par rapport à ça, donc, il y a tout un personnel, ça peut être des chauffeurs, etc., pour lesquels nous devons avoir du personnel d'entrepôt ou autre, des programmes liés quelque part à l'amélioration de leurs conditions, c'est un élément important, de manière à pouvoir faire en sorte qu'ils travaillent dans une entreprise intéressante pour eux. Donc ces programmes sont tous azimuts. Et par rapport au management, senior management, ben, il y a un programme de digitalisation. Pourquoi ? Parce qu'on on s'est aperçu aussi qu'il y avait pas mal de personnes, la moitié du personnel du senior management n'était pas au fait de ce qui se faisait. Et donc toute une série de programmes ont été faits. Et maintenant, par exemple, tout le monde participe à certains réseaux sociaux internes comme Yammer et autres. Et l'idée, c'est pas qu'ils utilisent ça tous les jours, mais c'est qu'ils se familiarisent à toute une nouvelle manière de fonctionner, de manière à appréhender le monde d'aujourd'hui et de demain et pouvoir travailler avec les bons interlocuteurs. Georges, Sébastien, tout à l'heure, dans son introduction, évoquait le fait que chez Carrefour, il y avait des gens qui montaient dans la supply chain, qui venaient de domaines extrêmement différents de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi chez vous et comment est-ce que vous attirez les jeunes talents vers cette filière
crucial. Alors c'est parfaitement vrai que c'est une tendance qu'on voit se développer de plus en plus, d'avoir des personnes qui viennent d'autres fonctions et qui sont intéressées par les métiers de la supply chain, et à contrario, de voir des personnes qui ont une expérience de supply chain se développer dans d'autres fonctions. Et ça, c'est un signe que la fonction supply chain est reconnue comme pouvant être à la fois un lieu de développement, mais également un vivier de talents. Deux éléments peut-être pour compléter. Le premier, chez Essilor, une très grosse partie de nos activités sont à l'étranger. Et donc on propose assez facilement aux jeunes de partir à l'étranger et de prendre des responsabilités opérationnelles fortes très rapidement dans des endroits où on a besoin de jeunes dynamiques pour pouvoir tenir les opérations. J'ai l'exemple d'un jeune qui est aujourd'hui au Kenya et qui, à lui tout seul, est le responsable opération de cet endroit-là. Et ils ne sont pas très nombreux, ils sont même pas une dizaine dans cette filiale-là. Donc c'est vraiment une expérience entrepreneuriale très très forte. Et puis un autre qui, après avoir passé quelques temps en Thaïlande dans nos sites de production internationaux, est maintenant en Colombie et également à ce genre d'expérience-là. Et puis on utilise en interne aussi beaucoup, de plus en plus maintenant, les Serious Games comme un vecteur à la fois de formation, de team building des équipes et puis de motivation. Donc on a des équipes à la fois en France et aux États-Unis qui participent à ce genre de jeu. Et c'est loin d'être un jeu, vu le sérieux avec lequel ils participent et la motivation qu'ils ont. Mariano, où est-ce que vous allez chercher les supply chain managers qu'on vous demande? Bon, vraiment, ça dépend de chaque cas. Quand on va chercher un externe, bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Exactement, mais quand on va chercher un externe, c'est parce qu'il faut faire en général une transformation ou une rupture. Sinon, on cherche d'abord en interne, ce qui est tout à fait naturel. Donc voilà, donc il faut vraiment voir quels sont ces talents que la société n'a pas pour voir où éventuellement on peut les trouver. Donc en général, on cherche trois choses. On cherche une certaine expertise parce que bon, il y a un côté technique, surtout à un certain niveau, mais on va aussi chercher une certaine personnalité, un certain style qui justement va s'adapter à la culture de la société, et on va chercher un certain potentiel. Il y a un élément important, que c'est une tendance probablement des dernières années. De plus en plus, on cherche plus d'expérience que du potentiel en général. Pourquoi? Parce que quand on cherche un externe, on cherche des gens qui l'ont fait déjà. Donc, l'expérience préalable d'un cas similaire où la personne a fait un certain type de transformation, où la personne a mené de l'innovation ou a fait certains investissements, voilà, ça c'est très important, mais ça veut dire aussi, et je pense que c'est une bonne chose, que les voies de développement sont plus variées et plus vastes. Et aussi que quand on cherche un externe, il y a plus en plus d'opportunités pour des gens plus âgés, qui est un élément important, parce que parfois j'entends beaucoup dire bon, j'ai 50 ans, est-ce que je peux continuer à développer, est-ce que je peux trouver un boulot? Je pense que oui, si vous avez la bonne expérience, les bons réflexes, la bonne personnalité, et vous êtes capable de vous adapter dans un environnement nouveau, absolument. Et donc on peut toujours continuer à évoluer, et c'est extrêmement important toujours de chercher cette évolution personnelle. Et ça, je pense que ça va au-delà d'un job. Hein. Donc, en conclusion, je vais vous demander à chacun d'entre vous de faire un petit pitch, de un petit peu moins d'une minute. Vous avez un jeune brillant en face de vous. Vous pensez qu'il peut vraiment être bien pour votre entreprise, qui convient, que les critères importants que Mariano avait définis sont réunis. Comment vous le convainquez en 40 secondes? Qu'est-ce que vous lui dites? Quels sont les 3 messages clés que vous lui faites passer pour le convaincre de venir chez vous? Fatih. D'abord, je vais lui dire que nous sommes
dans une entreprise en évolution constante, en changement, que s'il vient chez nous, il ne va pas s'ennuyer. Donc, il n'y a pas que chez vous, hein, il y a chez vous, oui, enfin chez vous sûr, évidemment, on ne fait que ça. Vous allez me dire. Donc, d'une manière générale, qu'il aura l'occasion de travailler sur des projets intéressants et qu'il ne devra pas attendre 10 ans pour être impliqué dans des activités valorisantes. Et puis, je lui dirais que quelque part, il apprendra, puisqu'évidemment, on n'a pas la science infuse, même si on a le talent et autres. Donc, il sera exposé à toute une série de situations sur le terrain, c'est important, mais également dans toute une série d'environnements internes pour apprendre, évoluer et aussi exploiter son potentiel et l'orienter vers là où il peut s'amuser le plus. Parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte de ça. On parle talent, on parle compétences et autres, mais les gens doivent quelque part s'amuser dans ce qu'ils font, doivent avoir du bonheur dans ce qu'ils font. Et quand ils ont du bonheur dans ce qu'ils font, eh bien, ils sont automatiquement beaucoup plus performants et l'environnement est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Philippe ? Moi, j'ai envie d'adresser un message directement aux 3 jeunes qui ont fait une superbe présentation ce matin. Je crois que ça leur a été beaucoup dit. Voilà, et j'ai envie de leur dire merci et bienvenue. Et voilà. Et une chose aussi et là je construis juste, mais c'est personnellement, je me suis occupé avec mon épouse pendant 3 ans de scout. Et j'ai été absolument épaté par l'énergie, l'enthousiasme, le dynamisme, la capacité avec 2 bouts de bois de faire un événement, de créer une expérience, etc. Et c'est ce que j'ai revécu ce matin, et ça m'a fait énormément de bien. Alors bienvenue et merci. Voilà. Georges ? Je pense que la première chose pour venir chez Essilor, c'est de se rendre compte que la mission de l'entreprise, c'est de permettre aux gens de bien voir. Et ça, c'est une mission extraordinaire. C'est ce que je disais, il y a 2,5 milliards de personnes qui ne voient pas et qui ne sont pas corrigées. Il y en a 2 autres milliards qui sont corrigés. Vous donnez du sens. Donc, se lever le matin en se disant je vais permettre à des gens de vivre une vie meilleure parce qu'ils vont pouvoir bien voir le monde autour d'eux, je pense que ça, c'est la motivation principale qui nous anime tous. La deuxième, qui est complémentaire mais qui est importante aussi, c'est que Essilor, c'est une entreprise dans laquelle l'actionnariat salarié est très important, très développé. C'est vraiment le cœur de notre modèle. Et par là, on associe l'ensemble des employés du groupe à la stratégie long terme de l'entreprise. Et donc, on est vraiment dans une logique de collaboration très très forte entre les différents employés, salariés et actionnaires, puisqu'on est tous salariés et actionnaires. Et la troisième chose, puisque c'est de la supply chain, l'activité de supply chain est réellement au cœur de l'entreprise. Et donc, la fonction de supply chain et les rôles qu'on peut avoir en supply chain sont vraiment un moyen de connaître l'entreprise, d'y rentrer, et ensuite de s'y développer de façon très, très importante. C'est une porte d'entrée dans l'entreprise qui est probablement une des meilleures qu'on puisse offrir. Et enfin, Eric ? D'abord, le processus chez nous, il n'est pas individuel, c'est vraiment un processus collectif. Donc là où les personnes auront rencontré beaucoup de monde, j'essaierai de leur dire en témoignant, puisque moi je suis encore un bébé bib, 10 ans dans une entreprise, j'avais passé 20 ans chez PSA avant, donc je suis encore un bébé bib. Je leur dirais que c'est une aventure extraordinaire et que j'ai un peu d'émotion en le partageant, mais François Michelin nous a laissé ce beau message du « devenez ce que vous êtes ». Et que c'est vraiment un groupe dans lequel on a le souci de l'autre. Et en même temps, il ne s'agit pas de vendre que du rêve. Il y a des matins qui sont plus difficiles que d'autres. Et donc, il y a des niveaux d'exigence importants. Et en particulier, dans le niveau de la supply chain, on attendra d'eux beaucoup d'engagement et une forme de résilience. Voilà. Mais que le fait de rejoindre ce groupe dans son histoire aussi, à travers ce qu'il a pu créer, sa capacité à innover, c'est une très grande chance. Et qu'on sera très généreux, on ne leur demandera pas d'argent et on leur propose même un salaire.
Bien, messieurs, vous verrez tout à l'heure, après, lors du cocktail, si les jeunes qui sont dans la salle vont vers vous et si vous les avez convaincus, mais jeunes ou moins jeunes, je pense que vous pouvez remercier notre panel.